Amis téléspectateurs de Canal 3 Fongbe, Canal 3 Ama, bienvenue sur votre émission préférée, Politiquement Chaud. Le thème abordé dans cette émission, dans l'émission de ce jour, c'est militantisme et gestion politique. Pourquoi les jeunes et les femmes sont à la traîne? Nous tous, nous savons comment ça se passe au temps et aux périodes de campagne et ce qui se passe après la campagne quand les gens accèdent à leur poste. Il est constaté depuis plusieurs décennies au Bénin que les différents présidents que nous avons pris dans ce pays, que ce soit même sur d'autres plans tels que les maires, les députés que nous élisons, il y a beaucoup de promesses qui sont faites aux jeunes et aux femmes, et c'est eux d'ailleurs qui sont l'intrant utilisé pour que ces élections, les acteurs aient gain de cause au cours de ces échéances électorales. Les femmes que nous considérons aujourd'hui et que sur le plan technique et comptable, on peut dire qu'ils atteignent 52% de la population et que la jeunesse qui fait le barème de 60% aujourd'hui, comment ça se passe? Pourquoi ils sont laissés à la traîne après les échéances et ils sont devenus quoi? Parce que finalement on ne les voit pas à des niveaux où il faut décider, il faut prendre des décisions. Pourquoi cette traîne de ces deux couches-là de notre population? L'émission de ce jour sera un peu technique parce que nous allons nous focaliser sur ce secteur-là et parler sur ce plan-là. Comme vous le savez, l'émission a été toujours animée par moi et mon collègue et patron, Nouroudine Moussa. Nouroudine Moussa, bonjour. Samuel Daï, bonjour. Madame Natacha, bonjour et merci de répondre à notre invitation. Merci, monsieur le journaliste. Comme l'a dit Daïou tout à l'heure dans son introduction, les femmes, vous représentez plus de 52% de la population. Mais la question que j'allais vous poser tout de suite, depuis les indépendances à nos jours, quelle observation faites-vous de la place de la femme dans les instances de prise de décision? Merci, monsieur Moussa. Permettez-moi, avant de répondre à votre question, de remercier les responsables de la chaîne Canal 3 Fongbe pour le travail qu'ils font depuis un certain nombre d'années pour le développement de notre pays. Je tiens à les remercier et à les féliciter aussi. Merci à vous aussi, journalistes, pour l'invitation. Pour revenir alors à la question sur la représentation des femmes dans les instances de décision, depuis 1960, nous avons quand même connu quelques avancées. J'ai vu ces derniers temps la photo du premier gouvernement du président Maga circuler sur les réseaux sociaux. Mais sur cette photo, il n'y avait aucune femme. Aujourd'hui, il est presque inconcevable qu'un gouvernement, qu'on mette en place un gouvernement sans une femme. Donc nous avons fait des efforts. Mais il faut reconnaître qu'il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire. Nous sommes sous-représentés et les causes de cette situation sont multiples. Premièrement, il faut noter que les femmes militent moins que les hommes dans les partis politiques. Et il y a des raisons à cela, des raisons qui sont liées à la condition même de la femme, à la nature de la femme. Il y a la maternité, il y a la gestion de son ménage, mais il y a aussi que les conditions de compétition pour se retrouver dans cette sphère de décision ne tiennent pas compte des spécificités des femmes. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Il faut que les femmes militent davantage dans les partis politiques et aussi que nous revoyions les conditions pour participer à cette compétition-là, qu'on tienne un peu plus compte de la spécificité de la femme pour aller à ces compétitions. Si on doit retrouver une faute là, la faute incombe à qui? Pourquoi les femmes ne sont pas trop représentées dans les instances de prise de décision? C'est à la société. C'est à la société. Nous avons notre part de responsabilité. Je vous disais que nous ne militons pas. Mais ce n'est pas que les femmes. Il y a les hommes. Nous avons été éduqués pour former l'homme, pour le préparer à aller dans ces instances de décision. Nous passons notre temps à fournir l'eau, à fournir l'énergie, à faire les enfants et à préparer notre mari à aller, si dans le cas des élections, à aller aux élections. Et nous, on nous demande de compétir avec
nos concurrents que nous avons passé notre énergie à préparer. Donc, ce n'est pas juste. Les conditions de participation à cette compétition-là ne sont pas très justes. Je pense qu'il faut que nous allions, il faut que nous revoyions ces conditions-là pour tenir compte que la société reconnaisse l'investissement de la femme. Mais est-ce que vous pensez que quand le président Talon prenait le pouvoir en 2016 et qu'il disait que parlait du principe pour dire que ce n'est pas forcé pour lui d'aller sur le camp pour son gouvernement de parler de la parité et prendre telle personne, ou bien qu'il faut zinzin, comme on le dit au niveau des femmes? Le président Talon en 2016, à la formation de son gouvernement, sûrement avait des objectifs. Et partant de ces objectifs-là, il a fixé des critères. Il a estimé qu'il n'avait pas suffisamment connaissance de femmes pour occuper ces responsabilités-là. C'est sûr qu'il y avait des femmes. Si le président Talon veut former un gouvernement uniquement de femmes, de façon indéniable, au Bénin, nous avons des compétences dans tous les secteurs. Mais il faut comprendre que le président Talon ne connaît pas toutes les femmes, ne connaît pas les femmes compétentes du pays. Donc il faut que les femmes... Il connaît plus les hommes que les femmes, c'est ça? Bon, laissez-moi aller au bout. Il ne connaît pas toutes les femmes compétentes du Bénin. Mais la formation d'un gouvernement répond aussi à des négociations politiques, c'est des accords politiques. Donc le président Talon, je suppose, s'est adressé aux acteurs politiques pour proposer des gens. Donc je reviens au militantisme. Les chefs de parti, prioritairement, vont proposer des femmes, pardon, excusez-moi, vont proposer des hommes. Parce que pour récompenser les militants, il faut récompenser ceux qui s'investissent. Donc nous revenons toujours à la même préoccupation. Il faut que les femmes militent davantage dans les partis et se fassent connaître. Mais aujourd'hui, je pense qu'après 2 ans, le président Talon connaît un peu plus de femmes compétentes dans le pays et j'espère que les prochains gouvernements nous seront mieux lotis. Est-ce que vous pensez que les femmes peuvent mieux gérer que les hommes? Je ne vois pas là, le rapport entre la gestion et le sexe et le genre. La gestion de la cité est une question de compétences, mais aussi d'expérience. Il y a des secteurs où les femmes, aussi les hommes, peuvent mieux gérer. Donc, ce n'est pas lié au genre. Nous avons eu dans ce pays des femmes qui ont géré brillamment, qui ont assuré avec brio les responsabilités qu'on leur avait confiées. Donc, à mon avis, ce n'est pas du tout lié. On a eu des femmes de très bonnes gestionnaires dans le pays. Donc vous pensez aujourd'hui qu'il est important de voter une loi pour instaurer la parité dans la gestion des affaires pour que les femmes soient aussi nombreuses et aux instances de prise de décision? Bon, a priori, oui, je suis favorable à une loi sur la parité. Mais pour moi, ce n'est pas la loi pour la loi, ce n'est pas le plus important. L'essentiel pour moi, c'est le contenu de cette loi-là. L'organisation de la société doit répondre à certaines contraintes. On ne doit pas limiter la femme dans l'organisation des choses. Et je pense que si cette loi-là est faite pour corriger les inégalités à tous les niveaux, ce serait ce serait la bienvenue, mais si c'est pour permettre à quelques-unes, je vous rappelle que la majorité des femmes, c'est des femmes rurales, et la plus grande partie de nos femmes béninoises sont des femmes rurales. Donc la parité, c'est là le grand problème. Absolument, la parité, ce n'est pas que quelques-unes se fassent nommer ministre ou directrice. La parité, ce serait ce que nous faisons, quelles sont les décisions que nous prenons pour que la majorité des femmes, leurs conditions s'améliorent. Donc pour moi, a priori, je suis d'accord pour une loi, mais ce n'est pas une loi de façade, que le contenu sera discuté et on verra si ça répond aux conditions d'amélioration de l'existence de nos femmes. Sur ces questions-là, est-ce que souvent, il est dit dans la société ou même dans des couvents, dans des couloirs, dans des coulisses, que c'est les femmes qui constituent le problème des femmes aussi? Oui. Que les acteurs politiques arrivent à minimiser tant les femmes. Bon, les femmes
constitue le problème des femmes? Bon, en politique, je pense que c'est la même chose. Les intrigues politiques, c'est des deux côtés. Mais si les femmes rurales ne comprennent pas pourquoi les femmes intellectuelles se battent, elles ne pourront pas nous suivre. Elles ne pourront pas nous suivre. Et elles vont comprendre si ça va dans leur intérêt. Ça ne sert à rien à ma sœur de Toviklen de me soutenir si sa condition de vie n'est pas améliorée à Toviklen. Même si on a une loi sur la parité, je me retrouve dans des instances de décision. Ce n'est pas ça fondamentalement qui change. Moi, pour moi, Natacha, c'est ce qu'on mettra dans cette loi-là. Et c'est les décisions. Je ne vais pas être extrême en disant les hommes aussi peuvent prendre des décisions pour améliorer les conditions des femmes. Donc, ne nous focalisons pas sur la représentation des femmes dans les instances de décision. Non, c'est bon, on va y aller, mais quelles sont les décisions qu'il faut prendre aujourd'hui pour le Bénin pour améliorer efficacement et durablement les conditions de la majorité des femmes béninoises? Mais le problème, c'est qu'on ne voit pas les femmes dans les instances de prise de décision. On voit peu de droits féminines. Oui. Quand on prend par exemple un parti politique où on veut constituer un bureau, on constate quand on demande les candidats pour un poste, mais les femmes pratiquement ne lèvent pas le doigt. On ne les voit même pas des fois. Oui. Je suis d'accord avec vous. Nous revenons toujours à la même question sur le militantisme. La faute ne vous revient pas vous. Ah oui, nous avons une responsabilité énorme. Et aujourd'hui, bon, nous prenons conscience de plus en plus. C'est notre responsabilité. Personne n'ira faire votre job à votre place. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience au niveau des femmes pour qu'elles prennent leurs responsabilités. Mais ce à quoi j'appelle, c'est qu'elles n'attendent pas que les hommes leur facilitent forcément la tâche. Bon, elles ont leur part de responsabilité dedans. Je pense qu'il faut se battre. Il faut se battre. Et au niveau, aujourd'hui, nous avons 240 et quelques partis politiques. Nous avons combien de chefs de partis femmes? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, je pense que c'est là qu'il faut faire le travail, que les femmes aillent au charbon, comme on dit. Et si elles échouent, elles recommenceront, comme les hommes. Madame Natacha Bochan, est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a le militantisme aujourd'hui au sommet des partis politiques, et on parle aujourd'hui de clubs électoraux, et d'autres disent que c'est le parti PCB qui est vraiment impacté au Bénin. Quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, où c'est des alliances, des jeux d'alliances un peu partout, est-ce que le militantisme est un acquis aujourd'hui au Bénin? Aujourd'hui, il y a une crise du militantisme. C'est vrai, il y a encore des militants, heureusement. Moi, je suis dans un parti qui est organisé, et il y a des militants. Mais nous traversons quand même une crise de militantisme. Mais ça, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que les partis se créent pas autour d'une idéologie claire et qu'il n'y a pas de démocratie à l'interne des partis. Ah bon? Oui, il y a des problèmes. Ah non, il y a des problèmes, ça c'est connu. C'est connu. Nous nous mettons ensemble pour créer... Qu'est-ce que vous mettez qu'il n'y a pas de démocratie à l'intérieur des partis? Alors qu'on parle de démocratie, nous sommes dans un pays démocratique, il y a les institutions qui fonctionnent mieux au Bénin. Nous n'allons pas faire langue de bois. On sait aujourd'hui au Bénin que des 240 et quelques partis que nous avons, le parti n'existe que par le nom de son créateur. Et il est très difficile, à part quelques partis. Ça, je ne jetterai pas l'opprobre sur tous les partis. Il y a des partis qui sont très organisés, où ça fonctionne très bien. Des alliances. Des alliances et des partis aussi. Au Bénin, il y en a quelques-uns quand même, où ça fonctionne. Mais les autres, c'est ce que décide le chef de parti qui passe. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous-même, vous sortez du parti, vous allez créer votre club électoral, comme vous l'appelez. Donc, ça fragilise quand même le paysage partisan de notre pays. Je pense qu'il faut aller régler ces problèmes d'idéologie. Et c'est ce pourquoi nous appelons au niveau de ma chapelle politique à de grands regroupements. Et la réforme du système partisan va y contribuer assurément. Quand vous dites que ce sont les chefs des partis ou les chefs du club électoral qui décident, mais quand la personne se met à financer lui seul le parti, c'est normal que ce soit lui seul qui prenne ses décisions. Je suis d'accord avec vous. C'est en ça que la réforme, la proposition de loi sur la réforme du système partisan, si elle est votée,
va régler beaucoup de problèmes parce qu'il y a la question du financement public qui est posée. Ce à quoi moi j'appelle, c'est que les modalités et le mécanisme de ce financement public-là permettent comment on appelle, une motivation et rendre les partis efficaces. Mais il ne faut pas que les regroupements, ce soit juste pour ce but, pour bénéficier du financement public qui est les grands regroupements, que les forces politiques se regroupent. Donc je pense... Qu'est-ce que vous suggérez à nos parlementaires? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Nos parlementaires, ce qu'ils ont proposé n'est pas mal. Il faut qu'il y ait de la transparence au niveau de la gestion des partis politiques et que l'État finance les activités publiques des partis politiques. Et la proposition de loi telle que déposée, si nos parlementaires décident de la voter, je pense que ça va régler une grande partie de nos problèmes. Nous parlons là des femmes. Hein. Oui. Il y a aussi les jeunes. Vous êtes une dame très jeune. Vous faites partie de cette jeunesse-là aussi. Oui. Plus de 60%, c'est vous qui élisez les chefs d'État et les députés dont nous avons parlé tout à l'heure. Quelle place les jeunes là? Quelle place occupent ces jeunes aujourd'hui et que pensez-vous de ce qui se fait aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. Bon, je tiens à nous rappeler que les vieux ne sont pas nés vieux. Les vieux que nous décrions, nos aînés que nous décrions aujourd'hui, ne sont pas nés vieux. Ils ont été jeunes à un moment de l'histoire et ils ont pris leurs responsabilités. Aujourd'hui, au niveau de la jeunesse, je pense qu'il faut que nous prenions nos responsabilités sans être dans un conflit de génération avec nos aînés. Il faut que nous prenions nos responsabilités, que nous travaillions efficacement et résolument et ne pas être dans les incantations et les slogans de la jeunesse. Je pense qu'il faut que nous travaillions et que nous prenions nos responsabilités pour prendre la destinée de notre pays en main. Mais en réalité, tel que l'a dit M. Moussa, quand on les sait vieux, on voit que ces jeunes-là se laissent exploiter par cette classe-là. Quand vous parlez des vieux, vous parlez des mentors, on parle des animaux politiques, on parle de tels qui sont des renards de telle et de telle région. Et les jeunes sont exploités. Oui. Ils sont exploités à 0 francs. Ils sont exploités, ils sont laissés après pour leur compte. Quand on voit aujourd'hui le phénomène des réseaux sociaux où on voit les jeunes défendre des acteurs toute la journée parce qu'on les envoie juste quelques mots de forfait et le soir, et la date 5, c'est le propriétaire qui se pointe dans leur porte qui les renvoie. Ils s'entassent dans une maison et leurs épouses sont avec leurs parents. Est-ce que ce n'est pas une exploitation? Pourtant, ils font plus de 60% de la population. Oui, c'est pour cela que je dis il faut que les jeunes prennent leurs responsabilités. Et la responsabilité, ce n'est pas qu'au niveau politique. Il faut qu'ils entreprennent. Au lieu d'attendre, comme M. Dayou vous le disiez, qu'un politique leur tende 5 000 ou 10 000 pour passer leur temps à longueur de journée sur des réseaux sociaux, à défendre des positions de personnes qui ont leur avenir, comme le dirait quelqu'un, derrière eux. Qu'ils se mettent, par exemple, dans l'entrepreneuriat, qu'ils s'organisent, qu'ils travaillent, qu'ils cultivent l'excellence. Je pense qu'aujourd'hui, nous traversons quand même une crise des valeurs. Et les jeunes, les quelques-uns qui sont éclairés et qui sont devant, doivent travailler à conscientiser le reste pour dire que la jeunesse et la prise en compte de nos besoins ne va pas se décréter. Aujourd'hui, 3/5 des jeunes sont en zone rurale. Les 2/5, ce sont les déscolarisés et ceux qui passent le temps à faire de multiples doctorats. Et c'est eux qui décrètent la jeunesse à longueur de journée. Mais moi, ma préoccupation, c'est la formulation claire des besoins de la jeunesse. Tant que nous n'allons pas faire un bon diagnostic et identifier nos besoins, nous ne pourrons pas régler le problème. Aujourd'hui, selon vous, quels sont les quelques besoins que vous pouvez citer ici? Parce qu'il y a des téléspectateurs qui vous suivent bien là. Parce que ici, on parle de politiquement chaud. Oui. Il y a quelques besoins là mais que vous pouvez citer. Aujourd'hui, la préoccupation d'une grande partie de nos jeunes, c'est l'emploi. C'est l'emploi. Mais c'est naïf et je pense même au-delà de ça, inacceptable qu'un jeune aujourd'hui attende que ce soit l'État qui le recrute.
en sortant, en finissant les études aujourd'hui, vous êtes certain que, a priori, vous êtes destiné au chômage. Donc, nous devons orienter nos formations, nous devons adapter nos formations aux besoins d'emploi qu'il y a sur le terrain. Et aujourd'hui, l'auto-emploi est une solution. L'auto-emploi est une solution aux difficultés que nous traversons dans le pays. Bon, j'aurai l'occasion peut-être de revenir dessus. L'auto-emploi ne peut pas se faire aujourd'hui sans les microcrédits, ne peut pas se faire aujourd'hui sans des petits financements. Parce qu'il faut un financement, il faut un petit financement avant d'atteindre celui qui veut aller prendre un lapin. Pour le faire, il faut aller vers un micro de finance dans son quartier avant de l'avoir. Alors qu'aujourd'hui, quand vous prenez ce qu'on appelle les gages, qu'on nous demande aujourd'hui en tant que, avant de vous passer un prêt, c'est pas facile. On vous demande même qu'il faut que vous ayez donné même des papiers d'un terrain sous titre foncier, par exemple. Oui. Les dispositifs d'appui aux PME existent dans le pays. Je pense qu'il faut que les jeunes recherchent l'information. Nous avons l'ANPME qui accompagne les micro-entrepreneurs. Nous avons aussi le FNPEJ et pas mal de mécanismes mis en place. Ce qu'il faut peut-être faire, c'est un peu plus de synergie au niveau de ces dispositifs que l'État même a mis en place pour accompagner les jeunes entrepreneurs. Et moi, ce à quoi j'appelle d'abord, c'est l'esprit entrepreneurial. Que nos jeunes comprennent qu'ils peuvent s'auto-employer et régler le problème et ne pas être désespérés. Il faut être courageux. Quand je dis qu'il faut prendre ses responsabilités, c'est au vrai sens du mot. Il faut prendre ses responsabilités, prendre sa vie en main et prendre la destinée du pays en main. Monsieur Seplan, quelle serait la responsabilité de ceux qui les exploitent? Je ne veux pas dire... Il y a des gens qui les mettent dans les bus pour aller voter, et, par exemple, dans leur localité. Je ne veux pas dire qu'on les exploite. Et si exploitation il y a, ils se font exploiter. Et peut-être que... Ils se font exploiter? Oui, c'est de leur fait. C'est de leur fait, oui. Un homme politique ne proposera pas à tous les jeunes de monter dans des bus pour aller... Donc les femmes aussi se font exploiter? Bon, je ne veux pas lui dire dans ces termes, mais si elles ne prennent pas leur responsabilité, elles vont continuer à constituer un bétail électoral pour les hommes politiques. Et... Quand vous dites que les jeunes se font exploiter, si nous prenons les 2 ans de gestion de Patrice Talon, quand il venait au pouvoir, il a promis à la jeunesse tout ce qu'il doit faire pour cette jeunesse-là. Oui. Mais le constat aujourd'hui, ce n'est pas ce que la jeunesse attendait. Vous aurez constaté qu'au niveau de l'enseignement, la crise sociale, oui. Les grèves, ça fait déjà 3 mois qu'ils sont en grève et la plupart de ceux-là qui enseignent, ce sont des jeunes qui sont à la maison. Oui. Mais quand un politicien vient proposer, il vaut mieux alors que la personne suive le politicien, même si c'est pour 2000 francs. Vous ne trouvez pas que c'est... Et aussi quelques emplois qui existaient pour les jeunes, la jeunesse a été supprimée. Si nous prenons l'ONASA, comme l'a dit Dayou, l'ONASA c'est pratiquement les jeunes qui étaient là, mais c'est supprimé. Vous voulez qu'ils fassent quoi ces jeunes-là? Bon, moi je voudrais appeler nos compatriotes et les jeunes, si vous voulez, à lire les projets de société des candidats aux élections pendant les campagnes. Il faut lire. Le président Patrice Talon, alors candidat, a fait des promesses qui, à mon avis, il est en train de mettre en œuvre. Ce n'est pas nouveau, c'est prévu. Maintenant, si nous venons sur le cas des suppressions, imaginons, messieurs les journalistes, que le directeur de cette chaîne, pendant des années, ne fait rien pour ramener de l'argent dans la maison. Et c'est le promoteur qui, à la fin de chaque mois, paye vos salaires de sa poche, paye les charges. Et cela dure 5 ans, 6 ans, 7 ans, parfois 10 ans pour certaines structures. Est-ce qu'à un moment donné, ce promoteur-là ne va pas réfléchir? Moi, je suis chef d'entreprise. Je sais qu'il faut travailler pour gagner de l'argent et faire tourner la boîte. Si je me retrouve dans une situation, et pendant un certain nombre d'années, les collaborateurs que j'ai et moi, nous n'arrivons pas à faire rentrer de l'argent, je pense qu'il est raisonnable de réorienter l'activité. Et si je reviens sur le cas de Canal 3 Fondé, vous ne pensez pas que si ça ne marche pas, ce serait légitime pour le promoteur de dire nous réorientons les activités. Je pense que c'est à peu près ce qui a été fait. Maintenant, sur la crise,
je déplore vraiment profondément la situation. 3 mois de grève, c'est énorme. C'est énorme. Bon, mais je me réjouis que depuis jeudi, il semble que nos enfants, on retrouve le chemin de l'école. J'appelle et le gouvernement et les centrales syndicales à travailler de commun accord, à retourner à la table de négociation pour le bonheur de nos enfants, parce que c'est l'avenir du pays. Vous parlez de réorientation, donc l'orientation c'est aussi faire recours à d'autres compétences que d'autres pays, de faire venir et qui travaillent à la place de cette jeunesse-là. Bon. Quand on a des doctorants, ceux qui ont le doctorat qui sont sur ZEM dans son pays, et qu'un jour on avait déjà promis à ces ZEM-là pour dire je vais vous trouver du boulot. Notre pays n'est pas un petit pays, parce que dans le vernacular, le chef de l'État a dit mais doit s'y à quoi le tombe, mais comment ça va quand on dit ça? Le problème de la compétence externe, ce serait pas juste de penser ou de taxer le chef de l'État de ne pas faire confiance aux jeunes. Regardez dans le gouvernement, nous avons des jeunes ministres, les directeurs, tous les mercredis, nous avons des jeunes qui sont nommés. Il fait confiance aux jeunes. Mais s'il y a des secteurs où nous n'avons pas montré notre capacité à bien gérer, où nous n'avons pas eu la chance peut-être de bien gérer certaines choses, ayons l'humilité d'apprendre pour un temps auprès de ceux qui ont l'expertise, et après nous reprenons les rênes de nos structures. Donc je pense que ça va, s'il y a compétence extérieure, comme vous le dites, ça va être juste pour un temps. Le temps que nous apprenions et que nous... Dans le cas du port autonome, c'est pour un temps? Je pense absolument que pour un temps. C'est pour un temps? Ça va être pour un temps. Alors que c'est des contrats annuels, renouvelables? Ça va être pour un temps. Là-dessus? Je suis persuadée. Madame Natacha, à vous entendre de votre développement, on constate que vous soutenez les actions de la rupture. Je soutiens l'action du gouvernement, oui. C'est bien, c'est formidable. Alors, dites-nous, il vient de faire 2 ans, il lui reste 3 ans, mais les critiques, vous avez constaté, c'est pas comme les régimes précédents. Il a commencé tôt, on a constaté les marches, les protestations et autres. Quel conseil avez-vous à donner à ce régime-là, à ces gouvernants, pour que au moins d'ici 6 mois, c'est-à-dire 2 ans et demi, qu'on sente qu'il y a une amélioration? Ça fait 2 ans que le régime du président Talon est en place. Après les 2 ans, il y a eu une évaluation de la plateforme des OSC, des organisations de société civile. J'ai parcouru le document. Il est plutôt satisfaisant. Mais ce sur quoi nous avons quelques difficultés, ou on paraît avoir des difficultés, c'est les réformes. Aujourd'hui, il est indéniable, la nécessité de réformer n'est plus à l'ordre du jour. Les Béninois savent qu'il faut réformer. Il y a beaucoup de désordre dans beaucoup de secteurs. Nous devons réformer. Ce sur quoi des reproches sont faits, c'est la méthode. Et le chef de l'État lui-même a reconnu la dernière fois que la méthode peut être améliorée. Je pense qu'il va travailler à cela. Réformer, c'est changer les habitudes. Et ce serait naïf de penser que des gens vont applaudir alors que nous sommes en train de bouleverser un peu des intérêts et les habitudes de certains. Mais en ce qui concerne les conseils, je pense qu'il faut qu'ils continuent à faire confiance à la jeunesse, qu'ils poursuivent l'assainissement des finances publiques et la lutte, qu'ils poursuivre résolument la lutte contre l'impunité. La lutte contre l'impunité, telle qu'elle se fait aujourd'hui, êtes-vous sûr que c'est la bonne manière, c'est la méthode qu'il faut? Et parce qu'on dit, notre devise c'est fraternité, justice et travail. Et quand on prend la Constitution dit que l'État doit garantir la sécurité des uns des autres et que sur le plan pénal, l'État doit tout faire pour que l'équité y soit. L'équité a été évoquée dans le préambule de notre Constitution, mais est-ce que
Et le président Patrice Talon, vous avez de soutenir les relations du gouvernement, a beau crier ça beau tellement sur des émissions qu'il a fait à l'international, lorsqu'il était à l'exil, à son retour au temps de la campagne. Et quand il a pris le pouvoir, les choses ont changé. Ne pensez-vous pas que c'est un peu compliqué pour l'avenir de notre pays sur le plan politique? Les promesses électorales restent ce qu'elles sont. Qu'elles demeurent. Les choses ont changé certainement. Parce qu'aujourd'hui, le bien public est respecté. Ça, c'est un réflexe que nous n'avons pas. Qu'est-ce que vous faites dire que le bien public est respecté? Aujourd'hui, vous êtes à un poste de responsabilité, vous ne gérez pas comme il faut, vous prenez les risques de vous retrouver en prison. Et nous avons, le président, c'est systématique, il n'y a pas que vous le souteniez, il y a de ses partisans. Je sais là où vous voulez en venir. Je sais que ça, il se dit sur les réseaux sociaux que la lutte contre l'impunité est sélective. Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est qu'il y a tellement de dossiers. Mais il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque part. Mais si quelque part dont vous parlez, on a constaté que c'est toujours dans le rang des opposants. Quelque part, un sens là. Non, ce n'est pas systématique. C'est peut-être vrai que les opposants aujourd'hui ont eu à gérer de façon pas toujours orthodoxe certaines choses, et il est légitime et normal de regarder leur gestion. Mais nous crions un peu trop tôt à la chasse aux sorcières dans notre pays. Si vous regardez dans le camp du président, il y a de ses amis qui se retrouvent en prison aujourd'hui. Vous pouvez en citer un et deux, si vous voulez. Je ne souhaite pas en citer, mais au CNCB, nous avons vu ce qui s'est passé. Au Conseil national des chargeurs, il y a des partisans du chef de l'État qui sont retrouvés. C'est pratiquement le seul exemple que... Non, c'est le seul exemple là aussi que ce monsieur n'est pas peut-être maniable. Il y en a. C'est peut-être pas de grands noms, mais le chef de l'État met de l'ordre dans son écurie comme partout. Et moi, j'espère que cette lutte-là doit continuer. Le bien public est sacré. Vous faites ce que vous voulez de votre bien, mais quand c'est pour nous tous, nous devons respecter ce qui est public. Et je ne vais pas abuser. S'il n'arrive pas à finir et qu'il finit son temps, que celui qui vienne aussi regarde la gestion de ceux qui sont là aujourd'hui. Si nous avons cette certitude-là, que chaque régime qui vient regardera ce qui s'est passé avant, je pense que nous allons nous ajuster et mieux gérer notre pays. Le constat aussi, c'est que c'est sous Talon que nous avons... on remarque que l'opposition est tellement mouvementée. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tout le monde se retrouve pratiquement contre lui? Tout le monde. Les grands ténors, si nous les leaders d'opinion, les sujets d'opinion, les anciens présidents. Oui. Vous avez vu les anciens présidents à Djefa la dernière fois. Oui. L'ancien médiateur de la République, ils étaient tous là. Oui. Les sorties d'Azanaï, ces déclarations, tout et tout. Oui. Pourquoi tout cela? Moi, je pense que ces événements participent de l'animation de notre vie politique. C'est la démocratie. Nous avons toujours appelé à de grands regroupements. Aujourd'hui, l'opposition se réorganise, la mouvance aussi se réorganisera. Moi, je me réjouis de ça. La rencontre de non, la mouvance n'est pas organisée. Je dis, non, la mouvance se réorganise. Il y a des réorganisations au niveau des deux camps, à la mouvance comme dans l'opposition. Maintenant, c'est les objectifs de ces regroupements-là. Aujourd'hui, que le président Yahi et le président Adjavon se parlent, moi, je m'en réjouis. C'est deux fils de ce pays. Je m'en réjouis. Maintenant, les objectifs de ce regroupement-là, c'est de ça qui... Ça gêne des intérêts? Non, ça ne gêne pas des intérêts. Moi, je pense que notre peuple n'est pas dupe et saura faire la part des choses en son temps. Donc, je me réjouis que l'opposition s'organise, la mouvance s'organisera pour le bonheur de notre démocratie. Très bien, Madame Natacha. La mouvance aussi s'organisera pour le bonheur de notre démocratie. Vous trouvez que c'est normal que les opposants s'organisent de telle sorte qu'ils fassent des déclarations qui ne crédibilisent pas forcément notre pays, notre nation? Bon. Ces déclarations sont médiatisées. C'est vous qui les constatez. Qu'à la place de certains, vous auriez, et peut-être moi-même, on aurait choisi une autre façon, parce que nous avons été aux affaires, nous connaissons la charge de la gestion d'un pays. Nous aurions peut-être choisi une autre façon,
de parler au président qui est en exercice. Mais ce n'est pas le choix de nos aînés. Ils ont choisi de se regrouper et même si ça décrédibilise, moi je ne le dirais pas forcément, qu'ils s'organisent. J'ai foi et ça me plaît parce que ce pays on n'est pas dupe. Les populations ne sont pas dupes. L'époque où on peut les berner est terminée. C'est terminé. C'est terminé. Donc, je les appelle à poursuivre, à se réorganiser. Et il faut une opposition dans le pays. Il faut maintenant, il ne faut pas que ce soit des critiques, il ne faut pas que ce soit que des critiques. Il faut proposer aujourd'hui qu'est-ce que l'opposition nous propose. Quelle est l'alternative? Personnellement, je n'en trouve pas. Mais nous avons encore 3 ans de gestion du président Talon. Il va tenir compte des critiques pour s'ajuster si c'est nécessaire. Et nous avons les échéances électorales qui se pointent à l'horizon. On fera le point. L'opposition a parlé. C'est ça qui fait mouvementer aussi. Ah, aussi, parce que, oui, absolument. Vous savez, nous aimons beaucoup la politique dans notre pays. Et si ça peut faire bouger des gens, bon, moi, ça ne me déplaît pas. Le regroupement de Jeffa, tel que vous le dites, l'assaut de Jeffa, comme vous dans d'autres chapitres, on le dit, l'assaut de Jeffa a permis quand même aujourd'hui que l'Assemblée nationale ait choisi enfin ses représentants pour au COSNEPI. On a vu maintenant que le culte de la personnalité a commencé vaillamment. Ce week-end, on voit ce qui se passe à Porto-Novo. On a vu l'honorable Nago qui est allé dans le Koufo apprécier et soutenir les actions du gouvernement. Il parle du RAVIP. On a vu le chef de l'État aussi qui tient tellement à son RAVIP parce que ce RAVIP là, c'est pas encore un nouveau carreau de 2011 parce que le chiffre 1 en arrière là pose problème. Il y a 2001, il y avait 2011 et maintenant 2021. Est-ce que c'est pas un nouveau carreau qui se prépare? Alors qu'on sait qui était l'auteur du carreau de 2011. Le RAVIP, a priori, ce n'est pas un outil politique. C'est un excellent instrument de développement. Je ne voudrais pas revenir sur le chaos, mais si chaos il doit avoir en 2021, ce serait parce que le peuple aurait décidé, ce ne serait pas le RAVIP. Ça, je suis certaine. Peut-être que ça pourrait changer, sinon ce que nous vivons aujourd'hui, on ne peut pas s'attendre à un chaos. S'il n'y a pas de patrouillage, il n'y aura jamais un chaos dans ce que nous vivons aujourd'hui. Le peuple béninois est un peuple mature. Donc, c'est terminé. Je pense que l'étape où on berne nos populations, c'est derrière nous. C'est derrière nous. Ne vous inquiétez pas. S'il y a chaos en 2021, ce sera un chaos propre. Le peuple aurait décidé. Maintenant, pour revenir sur la question de la désignation des membres du COSNEPI, je ne pense pas que ce soit le rassemblement de Jeffa qui ait permis ça. Ce serait une injure à notre représentation nationale. Il y a une procédure qui a été enclenchée et qui a abouti. Bon, donc je pense que ce n'est pas forcément... Ça vous avez parlé des exigences de la rue, du regroupement de Jeffa. C'est une coïncidence. C'est un mot d'ordre de Jeffa. C'est une coïncidence. On n'a jamais vu le ministre, mais on a vu le ministre à Dantopa quand Oji est brûlé là. Oui, là c'est un drame. C'est un drame. Le ministre est sorti pour aller rencontrer... C'est pas un seul ministre, l'ensemble, beaucoup de ministres. Je ne suis pas sûr que vous le déplorez. Dans la même période, le président Talon lui-même à la dent. Je ne sais pas si vous le déplorez. Nous sommes... Non, ça me surprend parce que... Ça fait 2 ans. Oui. Le président et son gouvernement ont eu un rythme. Mais apparemment, notre peuple veut un peu plus de communication. Donc, nous répondons aux exigences de la population. Bon, parlons un peu des 2 ans du président Talon. Pensez-vous que le président Talon, les 2 ans de la gouvernance du président Talon, convainc aujourd'hui le peuple béninois pour que les 3 ans venant pour que l'Eldorado promis en 2016, elle sera une promesse accomplie ou bien une déception pour le peuple? Tout à l'heure, sûrement ce ne sera pas une déception, j'en ai la certitude. Et, les 2 ans de Talon, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a une évaluation. Mais il faut reconnaître que les 2 ans ont servi à mettre en place le soubassement. Si vous voulez construire un immeuble de 10 étages, ce n'est pas la semaine qui suit que nous voyons l'immeuble sortir. Il y a un travail de base qui se fait. Et le président Talon a pris le temps de la conception. Pendant ces 2 ans-là, des études ont été élaborées.
beaucoup de réformes ont été engagées, mais je pense que nous sommes au bout de cette fondation-là. Et bientôt, nous constatons déjà, nous avons déjà les fruits de ce travail préalable qui est fait. Donc moi, je n'appellerai pas la population à la patience parce qu'ils voient déjà sur le terrain. Je pense que les 3 prochaines années seront de merveilleuses années pour Si vous voyez déjà que vous allez au village de Dieu, qu'une vieille, votre grand-mère ou bien une tante vous demande, depuis 2 ans, qu'est-ce que Talon a fait pour le Bénin? Vous allez doiter quoi et quoi? Essayez de me doiter 3 choses là. Qu'est-ce qu'il a fait pour le Bénin? Moi, ça c'est personnel. La lutte contre la corruption, c'est quelque chose de fondamental pour moi. Et contre l'impunité. Avant, quelques individus qui sont des cadres à des positions s'arrogent pour eux, tout seuls, ce qui est prévu pour l'ensemble de nos populations. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Moi, je suis du Koufo. Il y a des cantines scolaires. Vous avez vu que la dernière fois en Conseil des ministres, il y a une évaluation qui a été faite et on a constaté qu'il y a eu détournement des vivres de ces enfants-là et il a tapé dessus. On a sanctionné. Donc, je pense que aujourd'hui, là aussi, il paraît que la commission qui a travaillé a mal travaillé aussi à quelque part. Non, je ne fais pas partie de la commission, mais une décision qui vient en Conseil des ministres ne vient pas du jour au lendemain. Un travail a été fait, des contrôles. Et dans le cas de ces directeurs d'école, il paraît qu'il y en a qui avaient avoué. Donc, je pense que la lutte contre la corruption et l'impunité est quelque chose de fondamental. Troisième chose. Et il doit poursuivre. Troisième chose. Moi, il vous a demandé de citer 3 choses. Oui. Avec le citoyen béninois. Avec le citoyen, avec le citoyen béninois. Aujourd'hui, pour aller dans le Koufo, pour passer de chez moi à Lalo, à Gouin, ils ont relié le zoo, des travaux ont été lancés. Ça, c'est visible. Ils ont constaté, c'est vrai, ça va prendre quelques mois, mais ça touche les populations. On ne peut pas dire raisonnablement et honnêtement que rien ne se fait. Aujourd'hui, au niveau des producteurs à l'intérieur du pays, ils jubilent parce qu'ils arrivent aujourd'hui à vendre leur production et à disposer de l'argent, ce qui n'était pas le cas. Ils travaillaient à perte, mais aujourd'hui, ils sont heureux. À vous entendre, ça veut dire qu'il nous a demandé de serrer la ceinture. Mais lui-même, il n'a pas encore dit desserrer vos ceintures. Mais à vous entendre, vous demandez à la population de desserrer la ceinture. Je pense que les ceintures se desserrent déjà. Chez vous? Dans le pays. Dans le pays, ils travaillent à améliorer le climat des affaires. C'est vrai que la situation du Nigeria, au sud ici, et particulièrement à Cotonou, n'a pas favorisé les choses. Mais on sent de mieux en mieux que les choses s'améliorent. Nous n'allons pas désespérer. Je ne pense pas que nous ayons des raisons de désespérer. On a déjà fait le plus dur. Nous sommes au bout du tunnel. Vous semblez défendre le pouvoir. Je vais demander une excuse à nous dire Moussa. Et vous semblez défendre trop le président Patrick Talon. À l'arrivée, il a dit qu'on ne va plus nommer les gens par la réforme a consisté à dire que si on nommait des gens, on ne va plus parler en conseil des ministres et il n'y aura plus de passation de services où les parents, les amis seront là. Mais depuis quelques semaines après Jeffa, on a commencé à citer les nominations. C'est parce que les élections de 2019 sont pointent à l'origine. Marche de soutien. Marche de soutien, comment c'est? Ce week-end, c'est ce que nous vivons. À Dassa, G16, Jet 16, à Bokba, Nago, à Porte-Nouveau, c'est le maire sous l'égide du président de l'Assemblée. Je pense que ces différentes actions de communication que vous citez sont certainement une réponse à l'intoxication massive que l'opposition a choisie comme arme. Parce que quand on voit ce qui se distille dans la population, dans l'esprit de nos concitoyens, il était normal et il était temps que ceux qui soutiennent le gouvernement aillent expliquer. Je reviens sur la question des faux médicaments. Il a été dire que c'était une chasse aux sorcières. Je ne sais pas si vous avez suivi la rencontre du chef de l'État avec les pharmaciens. Depuis, c'est silence radio. Si nous ne sortons pas, nous n'expliquons pas,
l'intoxication va prendre. Je pense qu'on n'a pas remis en cause les fondamentaux. Le chef de l'État a dit et redit, et c'est toujours d'actualité, qu'il n'y aura pas de culte de personnalité. Lui-même, il fait combien d'apparitions? Et je crois que c'est toujours respecté. Maintenant, vous avez parlé tout à l'heure du dossier des faux médicaments. Vous trouvez que c'est normal qu'un chef d'État s'ingère comme ça dans un dossier qui est pendant à la justice? C'est une question de sécurité publique. Vous et moi, nous achetons des médicaments à la pharmacie et nous ne savons pas d'où est-ce que les médicaments proviennent. C'est dangereux. C'est dangereux. Je ne pense pas que ça soit mauvais. Et le président ne s'est pas ingéré. Il a rencontré les acteurs parce qu'il y avait des difficultés. Et si vous avez suivi, c'était un grand moment. Un grand moment, vous dites, mais le jour où nous avons constaté que tous ceux qui étaient là ont quelqu'un au moins qui se retrouve derrière les barreaux. Mais ils étaient en position de faiblesse. Qu'est-ce qu'ils pouvaient le jour-là? Ce n'est que de supplier le président pour qu'il libère ceux-là qui sont en prison. Le président... Parce que ça bloque aussi le commerce, parce qu'ils ont besoin de leur signature avant de poursuivre leur commerce. Mais ce n'est pas le président qui a mis en prison les responsables que vous citez. C'est une procédure. Et si vous vous souvenez, quand ils l'ont interpellé pour intervenir dedans, il a expliqué qu'il y a la séparation des pouvoirs. Lui ne peut pas intervenir dans une procédure. Mais la rencontre a permis de clarifier et de montrer à ces pharmaciens-là qui n'ont pas pris la hauteur de ce qui se passait dans le pays. Nous ne pouvons pas consommer des médicaments sans savoir d'où est-ce qu'ils proviennent. Le dossier faux médicaments, c'est un grand dossier. Je oui, crois qu'on ne peut pas l'aborder ici. Je suis d'accord. Mais je tiens quand même à vous poser une petite question par rapport à cela. Le constat, ils étaient plus de 20 avocats qui défendaient ce dossier-là. Mais aujourd'hui, c'est une seule personne que nous retrouvons. Nous avons mené nos enquêtes, on nous dit qu'ils sont menacés par le régime en place. Et puis c'est comme ça. Ils se sont retirés. Menacez pas le plus courageux, lui, il est là. Ne menacez pas appeler le nom de Maître Sadiko là-haut. Le régime en place. Je ne pense pas. Et ce serait quand même une injure à nos avocats que de penser qu'un pouvoir pourrait les menacer pour qu'ils se retirent. Non. Peut-être qu'ils ont constaté qu'ils faisaient fausse route. Mais comme je n'ai pas les détails, je ne pourrais pas efficacement opiner là-dessus. Madame Natacha Boucham, merci de répondre à cette panoplie de questions. Nous entendons vers la fin de cette émission. La question que vous allez répondre à laquelle vous allez répondre aussi, c'est... Nous avons parlé dès le départ du militantisme. Et vous êtes militant d'un parti? Oui, je suis. Vous avez milité depuis quand dans un parti? J'ai commencé très tôt, depuis que j'avais 15 ans. Je m'intéressais déjà aux questions politiques. Mais là, je suis militante de l'Union fait la Nation. L'Union fait la Nation. Oui. L'Union fait la Nation qui est un monstre à 3 têtes ou à 4 têtes pratiquement aujourd'hui? Non, pas du tout. Pas du tout. Si vous nous suivez, je pense que aujourd'hui, c'est l'organisation la plus structurée de la place. Ah bon. Avant que nous proposons une dernière question pour clôturer cette émission, ici, sur Politiquement Chaud, il y a des cartons. Il y a des cartons verts, cartons jaunes et cartons rouges. Si vous deviez attribuer un carton au président Talon aux 2 ans de sa gouvernance, quel serait le carton que vous deviez... Étant donné que en tant qu'arbitre central du terrain, maintenant, vous l'êtes. Étant donné que je souhaite qu'il poursuive les réformes, je lui donnerai un carton vert. Monsieur le Président, avancez. Carton vert. Vert. Vous êtes sûr du carton vert? Absolument. Et depuis 2 ans, vous n'avez pas occupé un poste et vous êtes sûr du carton vert? Ce n'est pas une question de poste. Et c'est une question de... Que l'environnement général soit favorable pour que nous puissions faire les affaires. Moi, je suis chef d'entreprise. Depuis 2 ans, facilement, je peux soumissionner et espérer gagner, ce qui n'était pas forcément le cas vers la fin de l'ancien régime. C'est donc une question d'intérêt national, selon ce que vous dites. C'est absolument une question d'intérêt national. Ma petite personne n'a rien à voir dans ce qui se passe. Mais les opposants, je reviens sur ça, les opposants crient et ils continuent de crier. Oui. À ce que nous entendons, le président ne les écoute pas. Qu'est-ce que vous avez à lui dire
au moins qu'il écoute. Et la preuve est que pour les travailleurs, jusqu'à présent, on n'a pas vu véritablement le président s'asseoir et appeler les travailleurs pour dire bon, venez. On a vu le président. Tel qu'il a fait avec les grossistes. Le médiateur de la République l'a fait passer. Mignon Fouma a essayé d'amadouiller, mais le chef lui-même n'a pas fait. Le chef de l'État a rencontré les centrales syndicales. Et je pense que si ce n'était pas qu'une séance d'explication, ça a été des échanges. Et je suis persuadée que si c'est nécessaire, il rencontrera encore et encore pour que la paix revienne dans la maison éducation. La paix revient dans la maison éducation. Mais nous avons constaté aussi que les centrales syndicales ne sont pas ces derniers temps écoutées par la base. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de trouver une autre solution? Rencontrer peut-être la base aussi. On peut envoyer les membres du gouvernement aller les rencontrer. Au lieu que les ministres ne sortent des communiqués, celui de l'enseignement maternel a sorti des communiqués le jeudi, le vendredi, c'est celui de l'enseignement secondaire aussi qui sort pour menacer les gens, pour dire de ne pas qu'il y a des gens qui partent dans l'école en école. Bon. La base, pendant toute cette période, a mandaté des responsables. Aujourd'hui, et ce n'est pas général, il y a quelques personnes au niveau de cette base qui contestent la décision de leur centrale. Je pense que le chef de l'État n'a pas forcément besoin de s'ingérer dans cette question. Je ne parlerai pas encore de crise au niveau de nos centrales syndicales, mais je pense que c'est quelque chose qui va se gérer entre eux. Maintenant, si c'est nécessaire que le chef de l'État rencontre des représentants de la base, je pense qu'il n'hésitera pas à le faire parce qu'il est préoccupé par la paix et que tout se passe bien dans le secteur éducatif. Je demandais tout à l'heure si vous avez quelques conseils à donner au chef de l'État et à son gouvernement par rapport à la gestion. Il reste 3 ans. Nous avons constaté les cris par-ci, par-là, venant des opposants. Ils disent que le président ne les écoute pas. Vous, sur ce plateau, avant de quitter, qu'est-ce que vous avez à dire aux membres du gouvernement et à leurs chefs? Aux membres du gouvernement, je ne peux que dire, je sais qu'ils entendent les critiques et qu'ils travaillent à prendre en compte celles qui sont justifiées pour le bonheur de nos populations. Je pense qu'ils doivent continuer résolument à travailler pour que, à la fin de son mandat, comme le chef de l'État a souhaité, que le peuple le prenne en triomphe. Et à l'endroit de la population en général, qu'est-ce que vous avez un mot à leur endroit? À l'endroit de la population, j'ai un mot, je leur dirais que on a fait le plus dur, la fondation est bien implantée et que dans quelques jours, nous constaterons les fruits. Nous sommes aujourd'hui dans le dernier week-end pour le RAVIP. Je voudrais profiter de l'occasion pour appeler nos concitoyens à aller se faire enrôler. Le 30 sera le dernier jour du RAVIP, mais ce jour-là, il y a possibilité de s'enrôler, donc que les retardataires puissent aller se faire enrôler. C'est fondamental. Je vous remercie. Nouroudine Moussa, voilà, le temps que nous avons parti pour le numéro de Politiquement Chaud de ce week-end. À sa fin, vous avez besoin de la parole. Samuel Dayou, merci. Madame Natacha Pochan, merci de nous éclaircir par rapport à la gente féminine qui n'est pas, je dirais, considérée dans la prise de décision. Merci pour votre éclaircissement. Mesdames et messieurs, c'est la fin de